Et bonjour à tous, bienvenue sur The Money Show, le podcast qui parle d'argent, mais pas que. Pour commencer, je tiens à vous remercier pour l'accueil et surtout les retours que j'ai eus pour le premier épisode avec mon ami PH. Pour être honnête avec vous, je pensais pas recevoir autant de messages sur Insta, je pensais pas que l'épisode serait autant repartagé, et enfin je pensais pas qu'on me proposerait autant d'invités. Donc pour tout ça, merci encore. Ça fait vraiment plaisir et ça me donne envie de continuer et de tout casser. J'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à aller noter le podcast sur les diverses plateformes. On fait péter les 5 étoiles. J'ai oublié de vous le dire, mais je suis sur YouTube également. Pour l'instant, il n'y a que le son. On verra plus tard en fonction du setup si on évolue sur la vidéo ou pas. Et enfin, je compte sur vous pour partager au maximum sur les réseaux sociaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Alexandre Laroche, que je connais depuis plus de 10 ans. Et ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Ça m'a fait plaisir de le revoir et d'enregistrer cet épisode avec lui. Alex, il est CGP, conseiller en gestion de patrimoine, et ce qui le différencie de la concurrence, c'est qu'il est dynamique, il est réactif et il est à l'écoute. Vous allez voir son parcours, il est hyper inspirant. Il est également légitime, dans le sens où il conseille les clients sur la gestion de leur patrimoine, tout en ayant de son côté à lui un patrimoine qui est plutôt conséquent, que ce soit en IMO, en financier ou même sur d'autres supports. Et enfin, il a un réseau de dingue qu'il a fait grossir au fur et à mesure de son expérience. Donc si vous souhaitez des conseils sur la gestion de votre patrimoine, je laisse ses coordonnées dans la description du podcast. Pour info, on a tourné le podcast dans ses bureaux, donc si vous écoutez ses collaborateurs qui parlent en fond avec des clients, je m'en excuse d'avance, j'ai fait au mieux pour essayer de cacher tout ça. Allez, je vous laisse avec le podcast du jour qui j'espère vous plaira autant qu'il m'a plu. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Alexandre Laroche dans le podcast. Je suis très heureux de l'accueillir et je le remercie à nouveau d'avoir accepté l'invitation. Il me reçoit dans ses locaux qui sont tout neufs, tout bien rénovés. Franchement, je trouve ça tip top. Et pour la petite anecdote, j'ai fait le calcul ce matin, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Bien joué. En fait, à l'époque, Alexandre, c'était donc mon professeur à l'IUT, professeur intervenant. Il avait son job et en plus de ça, il donnait des cours donc à l'IUT. Moi, j'étais en licence banque et je crois que tu donnais des cours. Tu donnais Immobilier ouais et crédit. et crédit. Ok, moi tu vois, Je dis que j'avais un lien. un petit peu. Voilà. Exactement. Et en fait, de par son parcours entrepreneurial et son parcours d'investisseur, je trouvais intéressant de le faire venir sur le podcast. Donc, Alexandre, j'aimerais que tu te présentes voilà, en 30 secondes. Voilà, qui es-tu, quel âge as-tu et qu'est-ce que tu fais? Alors, je m'appelle Alexandre Laroche, j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Et je suis gérant d'un cabinet de gestion de patrimoine. Ça va faire 15 ans que cette année, ça fera 15 ans au mois d'août. Voilà, je suis à mon compte en tant qu'indépendant. Et dans la gestion de patrimoine, je travaille un petit peu tout le domaine, parce que certains dépendent de nos spécialités, mais moi, je aussi bien le particulier que le professionnel, que l'entreprise. Et j'ai autant, on va dire, d'affect pour l'aspect financier, qui était mes premières racines, Ok. que la partie immobilière. Voilà, investissement immobilier. Eh ben écoute, on reviendra en détail sur ces points-là. J'ai 2 questions pour commencer que je pose à chaque invité. J'aimerais que tu nous dises si tout au long de ta carrière ou même de ta vie, tu as eu des personnes qui t'ont inspiré. Et si oui, pourquoi? Oh, très très bonne question. Tu vois, j'ai des invités qui ont eu plusieurs personnes au fur et à mesure de leur carrière, et j'en ai qui ont pas eu de personnes qui les ont inspirés. Donc, Non, j'ai pas eu de personnes qui m'ont inspiré. Je me suis lancé à mon compte pas seul à l'origine, même si aujourd'hui je suis seul, mais je pense que je développerai peut-être ouais. après dans tes questions suivantes comment je m'organise. Mais quand j'ai démarré, j'avais un associé et je veux pas dire que c'est lui qui m'a inspiré, mais en tout cas il m'a permis de franchir le pas. Ok. Puisque j'étais avant ça conseiller en gestion de patrimoine dans une grande compagnie d'assurance, je sais pas si on peut la citer, et avant j'ai été conseiller financier dans un bancaire aussi, donc je les nomme pas à chaque fois, mais c'est cet associé que j'ai eu qui m'a permis de franchir le pas, voilà, et ensuite non, on s'est fait tout seul, je te répondrai. Ok. Voilà. Ok. Bon, écoute, hyper intéressant. Et après, de par ton éducation, que ce soit tes parents ou ta Oui. famille en règle générale, quelles valeurs t'ont été transmises auxquelles tu tiens encore aujourd'hui? T'as une ou 2 valeurs comme ça qui ressortent. Ouais, alors le respect. Ok. Parce que je trouve qu'il y en a de moins en moins. Ensuite, je suis quelqu'un d'assez rigoureux, organisé,
Euh, J'aime bien la ponctualité. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Je pense que c'est ce que mes parents m'ont transmis dans l'éducation. Je suis quelqu'un d'assez empathique, plutôt extraverti, mais ça, c'est pas le propre de l'éducation, je dirais, que c'est comme on est. Euh, voilà, et assez sociable, pédagogue, je sais pas, c'est toi qui me diras, vu que tu m'as eu Ouais, comme carrément. prof. Et, mais non, voilà, c'est une bonne question. J'ai jamais réfléchi, puis c'est Ouais. pas évident. Mais je pense que je t'ai tout dit. Ok. Bah écoute, c'est pédago dans le sens. Moi, je trouve que t'étais pédago à l'époque, dans le sens où moi, j'ai eu entre guillemets un problème avec le système scolaire, dans le sens où j'aimais pas forcément les profs. Ouais. Voilà, des personnes qui nous apprennent des choses, alors que voilà, sans vouloir dénigrer l'enseignement, mais voilà, des personnes qui nous apprennent des choses et qui n'ont pas forcément pratiqué. Et moi, ce que j'ai vraiment aimé quand je suis arrivé en licence et que j'ai eu des intervenants comme toi, c'est que en fait, tu nous apprenais des choses que toi tu pratiques au quotidien. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Et toi, pour le coup, t'étais hyper pédago, hyper cool, Merci. tout en nous apprenant plein de choses. Donc là-dessus, franchement, Après, on n'a pas forcément la fibre pédagogique. Les profs, je pense qu'ils doivent être formés pour ça. Mais comme tu le dis, on essaye de mettre un lien entre la théorie et la pratique. Et eux, bah, enfin, je dis pas que c'est pas de leur faute, mais c'est leur métier, quoi, d'enseignant. Nous, on est, je dirais avant tout sur le terrain, donc on peut, on va dire, illustrer nos propos, quoi. Voilà. voilà. Après, il y a des très bons professeurs, mais c'est vrai que je trouvais que le distinguo, moi, était vraiment. Je trouvais qu'il y avait un gros gap entre les profs intervenants et les profs classiques. Ok. Je vais faire les intervenants. Exactement. Et d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit, mais moi, j'ai été intervenant. Il était, Ah bon, c'est bien. ouais. Mais celui d'Orban également? Celui d'Orwan, ouais. D'accord. Également, ouais. L'année dernière. L'année dernière, j'ai Ok. intervenu, c'était sur quoi? C'était sur les forces de vente. Tu vois, donc toutes les pratiques de vente, méthodes commerciales, etc. Donc, Et tu vois, pour en revenir aux valeurs, puisque tu me dis ça, je pense que je suis quelqu'un d'assez passionné. Et quand je t'ai connu, mais même les générations d'avant, vous faisiez cette licence parce que elle avait un but pour vous. Vous aviez envie peut-être de goûter ou de vraiment de faire toute votre carrière dans cette profession. Et les dernières générations, est-ce que c'est aussi l'effet Covid ou pas? Je trouve moins passionnés, euh, plus s'inscrivent dans cette licence parce qu'ils n'ont pas trop autre chose. C'est un petit Ok. peu petit bonheur à la chance. Et je trouve que oui, les jeunes d'aujourd'hui sont moins motivés, moins passionnés ok. que tu ne l'étais ou que je ne l'étais. Et il y a vraiment une évolution qui te fait. Alors, je dis pas que tous les jeunes, hein, heureusement, mais il y a moins de passion, je dirais, et d'envie qu'avant. Voilà. Eh ben, écoute. On va en venir ensuite à ton parcours, parce que tu as fait un petit parcours en tant que salarié. Donc, Oui. tu disais, donc tu as fait, Oui, oui. alors tu vois, pour moi, tu avais bossé que en banque, et en fait, tu as bossé du coup dans l'assurance aussi, alors. Oui. C'est ça. Ok. Séance de personnes, assurance vie. Ouais. Ok, donc toi, déjà, au niveau de tes études, qu'est-ce que tu as fait à l'époque? Alors, je repars du bac. Ouais, bac, On ouais. va pas tout refaire avant. Hein. Donc, un bac économique et social, Ouais. spécialité mathématiques. Ensuite, un DUT en technique de commercialisation, puisque j'avais envie d'être dans le commerce, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, suite à cette deuxième année d'IUT, on a un stage qui s'est fait en banque. Je nomme la banque ou pas du tout? Ouais, tu peux un peu, ouais. Alors, à l'époque, ça s'appelait le Crédit Lyonnais. Ok. Maintenant, c'est LCL. Donc, on m'a proposé de faire une licence en alternance. La licence que tu as faite toi aussi plus tard. Mais moi, c'était le lancement. Je l'ai faite à Lyon parce que ça n'existait pas à Rouen. Ok. J'ai travaillé au LCN à Lyon. Et donc, j'allais un mois à l'école, un mois au travail, à peu près. Et je suis resté, on va dire, ensuite environ 2 ans et demi au LCL, parce que dès la validation de mon diplôme, j'ai pris un poste de conseiller clientèle particulier, Ok. mais j'ai tout de suite été adjoint d'agence, Ah, d'accord. parce que c'était une petite agence. Voilà, rien de, je dirais, pas de fierté entre guillemets, parce que voilà, c'est une petite boutique. Mais la chance ou la malchance, c'est que mon directeur était souvent absent pour diverses raisons. Et du coup, j'ai dû tenir l'agence comme un directeur. Ok. Ce qui était très dur pour moi parce que je m'estimais pas capable, compétent, mais j'ai pas trop mal relevé le défi. Ça m'a permis d'évoluer, mais j'ai été un peu déçu parce qu'on m'a promis de l'évolution qu'on m'a pas toujours donné comme je voulais. Voilà. Pourtant, j'étais mobile, j'étais prêt à me déplacer parce que c'était je dirais les conditions à respecter à l'époque. Et puis j'avais quand même un papa qui était aussi dans le commerce, qui était représentant et qui vendait, qui travaillait pour une marque de lunettes, ça s'appelait Ray-Ban, voilà. Ok.
Et donc, c'est des métiers où tu n'es pas sédentaire, alors que le métier de banquier, tu l'es. Donc, moi, j'avais envie un peu d'aller à l'encontre du client, d'aller chercher, voilà, et rester toute la journée dans un bureau. C'était pas mon dada. Et à ce moment-là, une opportunité s'est présentée chez un grand groupe d'assurance qui s'appelle CNP, Caisse nationale de prévoyance, qui est une assurance qui n'a pas pignon sur rue parce que en fait, son réseau de distribution, c'est les salariés de la Banque Postale, c'est les salariés à l'époque avec Crédit Agricole, de la Caisse d'épargne, encore aujourd'hui, Banque Pop, tout à fait, puisque Caisse d'épargne et Banque Pop sont quand même liés. Voilà, et le Trésor public, puisque quand on est passé du franc à l'euro, le Trésor public est devenu uniquement un lieu de perception, alors que le facteur est devenu une banque postale. Donc les clients qui avaient un compte à la banque postale et des placements à la banque postale, c'est des placements CNP, ils ont pu conserver, je dirais, leurs investissements, alors que ceux qui étaient clients au Trésor public, on leur a dit, gentiment, faut ouvrir un compte ailleurs. Donc ils sont chez les partenaires proches, la Poste, la Caisse d'épargne sont proches du Trésor public. Par contre, les placements CNP, ce qu'a fait le CNP, c'est qu'ils se sont dit, on va créer notre propre masse salariale, on va arrêter d'utiliser les autres réseaux et on va envoyer les commerciaux qu'on aura recrutés, les conseillers en gestion de patrimoine, voilà, pour donner le vrai terme, chez le client, pour la gestion des contrats qu'ils ont en cours et puis développer le portefeuille. Donc j'ai commencé comme ça, j'avais un joli portefeuille, j'étais dans la région du Beaujolais, en Villefranche-sur-Saône, la capitale du Beaujolais. Okay. On dit souvent Beaujeu, à cause du vin, mais c'est Villefranche-sur-Saône. Et j'ai commencé là-bas où je ne connaissais rien, parce que c'est pas un secteur où j'avais été. Je suis rouennais de souche, et j'avais fait mes études à Lyon, mais ça m'a permis de connaître le Beaujolais, qui est une très belle région. Et donc j'ai bossé ensuite pendant 7-8 ans pour le groupe CNP Assurance, et je gérais à peu près 30 millions d'encours. Voilà. Ok, 30 millions d'encours de... Donc principalement de l'assurance vie, également du contrat de capitalisation et les fameux bons du trésor, les bons porteurs. Ok. Il y en reste peut-être encore un petit peu en circulation, mais on en voit de moins en moins. Voilà. Et de l'assurance de personnes. Okay. Donc c'était de l'assurance de prêt, de la prévoyance, des garanties dépendance pour les gens qui peuvent pas payer la maison de retraite, des garanties obsèques, voilà. Mais c'était, il y a 10% de mon travail, 90% du job, c'était collecter pour l'assurance vie et les contrats de capi. Voilà. Et pour ça, du coup, c'est toi qui allais chez les clients, Oui, ils m'ont donné un portefeuille avec les clients, avec le numéro, les adresses, tout ça, et une voiture de service, et j'allais chez les clients. Ok. Je prenais mes rendez-vous, j'allais chez, voilà, et mes fournisseurs sur l'ordinateur, tout ce qu'il fallait pour bien travailler. Mais non, j'allais chez les clients. J'ai fait ça pendant 7 ans. Donc 7 plus 2 ans de LCL, on va dire. J'ai eu été salarié pendant 9 ans. D'accord. Et donc, et pour faire justement la transition, parce qu'on s'est connus à l'époque, non, de toute façon, et non, ça fait 15 ans, toi, que t'as... Et non, oui, je suis plus âgé que toi, malheureusement. Toi, mais on a toujours l'impression qu'on a l'âge de ses élèves des fois. Mais non. Donc, à l'époque, quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, je ne faisais pas l'IUT. C'est quelques années plus tard, quand ils ont créé cette licence où tu as été, qui m'ont contacté pour être intervenant. Et j'ai accepté. Mais je te dirais qu'il y a bien... J'ai dû faire 9 années. Ça fait 11 ans que j'ai commencé, on est en 2024. J'ai dû commencer en 2013, par là. 2013, ok. Et toi, c'était quelle année? Moi, la licence? Ouais. Première année, moi, 2013. Ouais, 2013, voilà. 2013, ouais. J'ai fait peut-être 2013 ou 2012. À revoir, voilà. Ok. Parce que je crois que j'ai eu une promo avant la tienne. Et donc, j'ai fait ça jusqu'au Covid. Ok. Et donc là, pour en revenir donc à ton parcours, donc tu as fait 9 ans de salariat. C'est ça. J'ai commencé en 2012, pardon. 2012, ok. Et 9 ans de salariat, et du coup, la transition, en fait, est-ce que tu peux expliquer comment elle s'est faite? Parce que là, à l'heure actuelle, donc tu es conseiller en gestion de patrimoine, mais à ton compte. Oui. Il y a eu une transition, tu t'es associé. Oui. Comment s'est faite la transition? Comment a eu l'idée aussi de créer son cabinet? Comment, voilà, de quoi tu es parti? Enfin. Bon, à l'époque, pour créer le cabinet, on a fait simple. Fallait lui donner un nom. On a mixé un peu nos deux noms. On s'est constitué à tous les deux. Il nous fallait des locaux. On avait l'avantage que du côté de la famille de mon associé, ils avaient un cabinet juridique où il restait de la place dans les bureaux sur Rouen, donc ils nous ont gentiment hébergés.
Voilà, les premiers temps, mon associé a pris un congé pour création d'entreprise Ok. Auprès de sa boîte? auprès de sa boîte. Ouais. Moi, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Turco, ok. Donc, la rupture co nous a permis de me rémunérer et lui, il pouvait pas prendre grand chose. Mais dès qu'on a pu, on l'a rémunéré de manière à ce qu'on soit, je dirais, à valeur égale, Ok. pour pas qu'il y ait d'injustice. On a l'un comme l'autre accepté de perdre sur nos revenus, puisque quand on crée un cabinet, au début, on partait vraiment de rien. Ok. Ce qui a mis de l'eau au moulin, c'est que lui, certains de ses clients l'ont suivi et moi également. Donc au début, ça permet d'alimenter, je dirais, le portefeuille. Après, comme toute entreprise, il y a un cap de 2-3 ans difficile à passer. Et puis au bout de 3 ans, on s'est développé petit à petit, de mieux en mieux, et on a pu s'augmenter, se développer, recruter, acheter nos propres locaux. Voilà, et investir même dans différentes choses. Donc il a fallu du temps. Ça s'est fait entre 2009 et 2021, et je suis tout seul depuis 2021 parce qu'à un moment donné, on n'avait plus la même vision des choses, ce qui arrive comme dans un couple, et on s'est dit autant voler chacun nos propres ailes. Ok. Et lui a conservé la société qu'on avait parce qu'il y était très attaché. Moi, je suis moins matérialiste quant au nom et au mur qu'on détenait ensemble. Donc, j'ai racheté cet appartement que tu trouves sympa, que j'ai transformé en bureau. Et puis, j'ai recréé une nouvelle boîte, tout en conservant mes clients, parce que c'était le deal. Lui conservait ses clients et moi, on transférait le portefeuille client qui m'appartenait dans le nouveau cabinet. Voilà. Ok. On a fait ce qu'on appelle une scission. Une scission. Pas une cession, une scission. Voilà. Une scission. Sur le plan comptable. Et me voilà aujourd'hui face à toi. Ok. Eh ben écoute, hyper intéressant. Du coup, pour être CGP, faut suivre des formations. T'as suivi quoi comme formation? Alors, après la licence en Bac+3 que tu as passé, il me semble que ça suffit, puisque moi j'ai passé des formations en interne au Crédit Lyonnais et chez CNP, voilà, pour bien valider mes acquis. Mais le diplôme que tu as et que j'ai eu suffisait. Ensuite, ce qui valide le fait de pouvoir être à son compte, c'est l'expérience. Donc, si tu avais quitté le réseau bancaire après ta licence, tu n'aurais rien validé. Mais vu qu'aujourd'hui, tu as toujours exercé aussi dans ce secteur, tu pourrais très bien être conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Le vrai terme, c'est CIF, conseiller en investissement financier. Tu peux le faire. Alors, moi, c'était plus cool à l'époque. Aujourd'hui, on va te demander ton agrément AMF. D'accord. Premièrement. Ensuite, il faut être répertorié à l'ORIAS. C'est un registre, pour faire simple. Et enfin, il faut être adhérent à une chambre. Donc, il y en a différentes ensemble. Et en France, par exemple, les deux plus connus, c'est la CNCGP. D'accord. Et l'ANACOFI. Donc, il faut être adhérent à une chambre. Alors, voilà, c'est un groupement ou, enfin, c'est pas tellement, on dit une chambre. Je peux pas employer le terme groupement ni syndicat, on appelle ça une chambre. Une fois que tu as ces trois choses, que tu as ton AMF, ton ORIAS et ta chambre, tu t'assures en tant que responsabilité civile et garantie financière. Donc, on a tous la même assurance. Peut-être pas tous, mais le principal en France, c'est MMA, pour le citer. Ok, qui fait ça. Voilà, qui assure dans notre secteur, notre domaine. Et une fois que tu as ces quatre choses, voilà, chaque année, on est obligé de renouveler un certain nombre d'heures de formation pour garder notre statut. Donc, il y a au total, je les ai faites là en fin d'année, si je dis pas de bêtises. C'est quoi, 14 heures en immobilier, 5 heures en CIF, ça fait 19. Ah, c'est DCI, DDA, enfin c'est un... Ouais, okay. ça. Ah, d'accord. Ça. Ok, on passe la même chose en banque. Tu passes en banque? Bah, nous, voilà, nous oblige. Et j'ai à peu près, 25 heures, on va dire, par an. Ok, une vingtaine d'heures. Okay. Donc, chaque année, je l'ai fait, soit en présentiel, soit en ligne. Je pense qu'il faut faire un peu des deux. C'est différent selon les thèmes qu'on aborde et qui nous plaisent. On peut changer, hein, sur se perfectionner ou faire une piqûre de rappel sur un sujet qu'on a oublié ou qu'on maîtrise moins. Et voilà. Et ensuite, on peut ouvrir son cabinet et se lancer. Aujourd'hui, moi, c'est le cas. Si demain, ceux qui nous écoutent ont envie de se mettre à leur compte, je les encourage. Mais il y a d'autres voies. Il y a déjà le rachat de certains cabinets. C'est quand même une profession vieillissante. Et en général, on tire bien loin parce que
Ça peut être lucratif quand on a un joli portefeuille et donc quand on va à nos réunions de chambre, justement, on se rend compte que les collègues ont un certain âge. Donc on peut racheter un cabinet, première solution. On peut créer un cabinet, comme j'ai fait. Ou enfin, une voie intermédiaire que je propose de temps en temps, c'est que moi j'ai des agents commerciaux qui travaillent pour moi. Ça me permet de les former. Ils n'ont pas toutes ces difficultés ou formalités administratives à passer au début, s'il leur manque un diplôme ou qu'on a cité là, je dirais les formalités administratives. Ils n'ont pas de formalités juridiques, ils n'ont pas besoin de constituer une société. Ils peuvent être agents co en nom propre et travailler pour moi, mettons. Je leur mets tous les éléments à disposition. Alors quand je dis c'est l'outil informatique, les partenaires, les logiciels, le nom aussi. Le nom, voilà. Les connaissances, les compétences, il y a besoin de revoir certaines choses. Et puis, par contre, à eux de créer leur portefeuille client. C'est la difficulté. Donc, si c'est quelqu'un qui, comme toi, a déjà de l'expérience dans le domaine ou qui connaît du monde ou qui a un gros relationnel ou un portefeuille client, souvent ça aide pour démarrer. Puis ceux qui démarrent c'est une reconversion ou qui démarrent de zéro, c'est plus difficile. Voilà. Ok. Et j'allais te la poser un petit peu après cette question. Mais du coup, c'est intéressant que tu l'aies évoqué. Pour le développement du portefeuille, donc en fait, il faut constituer un réseau. Oui. Et ce réseau aussi, je pense qu'il faut l'entretenir tout au long de ton expérience. Du coup, toi, comment tu fais pour développer ton réseau? Comment tu as fait? Comment tu fais encore à l'heure actuelle? Et qu'est-ce que tu fais pour entretenir en fait ce lien avec tes clients et les conserver en fait en tant que client? Alors, j'ai tenté plein de choses. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur de tout, c'est la recommandation. Donc, au départ, faut la travailler soi-même parce que les clients vont pas trop recommander systématiquement. Après, au fil du temps, ça arrive naturellement. Des fois, j'ai des prospects qui viennent vers moi et qui me disent je viens de la part de. Okay. Donc voilà, la reco, c'est le meilleur moyen. Ensuite, j'ai fait un petit peu de réseautage, comme il existe le BNI, tu connais, le Rotary, pour citer, voilà, ces milieux-là. Donc j'ai essayé, ça m'a apporté aussi, voilà. Après, c'est pas ce qui m'a le plus apporté non plus, mais pourquoi pas, ça dépend aussi dans quel... Puis c'est un coût aussi. C'est un coût, et puis tout dépend dans le groupe dans lequel on tombe. Faut que ça matche, voilà. J'ai fait aussi un peu de publicité, de sponsoring. Ok. Voilà, des petites, des équipes de foot ou des... C'est ça, alors moi je suis très sport, donc forcément je donne aux associations sportives, ça peut être le foot, ça peut être le basket, ça peut être le tennis, ça peut être la boxe, ça peut être le hockey, voilà, je vous fais avec les sports du coin, quoi. Et puis je suis à des clubs de danse ou aux différentes manifestations, voilà. Okay. Donc un petit peu. Après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout bête, mais les réseaux sociaux. Ouais. Donc moi je développe peu, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui certaines générations vont vite chercher sur Internet, donc c'est important d'avoir un site. Et puis sur les réseaux sociaux, donc je n'ai pas Facebook, peut-être un peu has-been, mais j'ai pas voulu le prendre à l'époque, mais j'ai LinkedIn. Ok, LinkedIn, ouais. Voilà. Qui monte vachement en puissance. Hein, qui monte en puissance. Ouais. J'ai Instagram, mais j'utilise plus à titre perso que pro. Et puis je publie pas grand chose. Voilà. Même LinkedIn, voilà. Je communique pas trop parce que aujourd'hui j'ai ce qu'il faut. Ouais. Voilà. Donc faut pouvoir absorber aussi je dirais la base de travail qu'il y a derrière tout ça. Voilà, mais c'est différentes sources. Mais aujourd'hui c'est la reco. Et je vais te dire quelque chose d'autre. C'est l'âge. Parce que quand j'ai commencé en 2009, j'avais 28 ans. Et je pense que j'étais très pointu, très technique vis-à-vis du client, mais je manquais d'expérience et de crédibilité. Ok. Je ne suis pas convaincu aujourd'hui que ceux qui nous écoutent, s'ils ont de l'argent à placer, qu'ils vont aller voir un jeune de 28 ans. J'étais pas dans la force de l'âge. Et aujourd'hui, à 42 ans, oui, on pense à moi. Voilà. Et à contrario, quelqu'un de 60 ans va peut-être se dire, oh là, il est sur la fin. Donc, je pense que je suis vraiment dans la force de l'âge, premièrement. Et puis, deuxièmement, on a des clients qui nous ressemblent. C'est-à-dire que quand j'avais 28 ans, mes amis de 28 ans, ils avaient rien à me confier. Oui. Donc, j'allais chercher chez la clientèle plus âgée. C'est pour ça qu'il me fallait de la crédibilité. Aujourd'hui, les gens de 42 ans peuvent avoir eu un héritage, une vente immobilière, un joli départ suite à un changement d'entreprise. Donc, c'est plus facile, quoi. Ok, bah, tu vois, hyper intéressant. Et puis, je te rejoins aussi sur l'âge. Moi, je le vois beaucoup en vente et j'ai vu surtout au fil de mes évolutions de poste. Ouais. Où avant, tu sais, j'étais conseiller part. Et quand j'ai commencé à évoluer sur le pro, tu vois, je suis passé pro à 26 ans, je crois.
D'accord. 26 ans. Et là, maintenant, tu vois, je suis même large pro, donc je suis même un petit peu au-dessus, c'est sur des sociétés qui font un chiffre d'affaires un peu plus important. Et ça choque un petit peu toujours, je le vois un petit peu, tu sais, dans comment les clients m'accueillent. Et la première impression, c'est, ah, vous êtes jeune, tu vois. Oui, on te dit. Et ouais, on me le dit. On Ouais. me le dit. Et c'est vrai que la personne que je remplace, du Était coup, plus âgée. elle avait la quarantaine, Et ouais. 8 ans sur le même poste, un réseau, tu vois, de malades. Et mais tu vois, c'est hyper intéressant de passer derrière quelqu'un comme ça parce que Bien sûr. c'est du challenge. Hein, donc, mais là, j'ai hyper important, je pense. Là, c'est important. Après, on me l'avait pas reproché, mais on me l'avait dit, quoi. Et souvent, j'aurais dit, mais oui, mais la différence, c'est que moi, alors, c'est une volonté de ma part. Je leur disais, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, même si on peut avoir quelqu'un. Hein. Et je leur disais, voilà, je suis vachement disponible et je serai réactif pour vous, puisqu'il y a personne qui m'attend le soir. Donc, Oui. voilà, je comptais pas mes heures et je bossais, quoi. Et c'est ce qu'apprécient aussi les clients. Oui, Voilà. la disponibilité. Voilà. Donc il faut essayer de se démarquer. Donc je faisais comme ça. Aujourd'hui, je le ferais moins comme ça. Je jouerais sur mon âge justement, qui devient mon point faible devient une force, quoi. Voilà. Ok. Eh bien, écoute. Et donc, bah, du coup, tes clients, donc c'est des particuliers, enfin des particuliers, des professionnels aussi. Tu places, Oui. Oui, tu j'ai peux deux. placer ou proposer des solutions pour les pros. Tout à fait. Ok. Que ce soit artisan, commerçant ou profession libérale ou des grosses entreprises. Des Ok. sociétés. Alors j'ai deux questions en une. En fait, j'aimerais savoir ce que voilà tu peux proposer. En fait, tout le panel en fait de produits, de solutions que tu peux proposer à tes clients. Voilà dans les grosses lignes. Et aussi savoir si tu es multimarque. Enfin, je sais pas comment ça se passe, mais Oui. je sais que moi j'ai déjà connu voilà des conseillers en gestion de patrimoine qui fonctionnaient qu'avec. Ils sont franchisés. Voilà, exactement. Toi, Je suis indépendant, donc je suis t'es multimarque. indépendant, donc tu fais ce que tu veux. Tu vas chercher où tes produits. Enfin, Alors c'est vrai que tout à l'heure je l'ai pas évoqué. On peut démarrer en tant qu'indépendant comme moi, partir de zéro, ou acheter un cabinet indépendant, ou être agent co pour un indépendant. Voilà. Aujourd'hui j'ai 3 agents co, moi, plus Ok. mon assistante. Je l'ai pas dit. Mais on peut aussi dire, moi je veux partir je veux être à mon compte, je te conseille pas, mais je préfère être franchisé parce que je veux avoir une enseigne, une marque derrière moi. Ça me rassure. Et puis cette marque va m'aider justement. On peut. Le problème c'est qu'on t'oblige à faire, on va dire, je sais pas les chiffres précis en tête, mais mettons 80% pour cette marque, ok. et tu vas pouvoir aller voir ailleurs pour les 20% restants. Bon, aujourd'hui, je fais ce que je veux. Ouais, tu. Je veux travailler pour telle compagnie, c'est telle compagnie. Si demain j'estime qu'il n'y a plus c'est plus lesquels produits adéquats, je veux changer, je bosse avec une autre. Voilà. Ok. Après, je peux bosser avec toutes. C'est ce que j'ai fait au départ. Tu te dis, bah voilà, je vais passer un accord avec toutes. Puis au bout d'un moment, tu as tes affinités ou tes préférences. Et tu finalement, dans tel secteur, ça sera celle-ci. Je trouve que c'est là qu'elle est la meilleure. Par contre, l'autre, elle est plus propice pour ce domaine-là. Donc, toi, tu fais ta sélection. Un peu comme un sélectionneur d'équipe de foot. Tu prends tes joueurs à gauche, à droite et tu te fais ta propre équipe, quoi. Ok. Ok? Ok. Et du coup, on va dire le panel en fait principal de. Alors, on va faire classique au début. Donc, l'assurance vie et la capitalisation. Donc, le contrat d'assurance vie, c'est pour les personnes physiques, ok. Ok. Le contrat de capitalisation, ça peut être personne physique, mais c'est souvent personne morale. Donc, une personne morale, c'est une entreprise. Ça peut être une société holding, patrimoniale, ou ça peut être une société commerciale. Ok. Voilà. Après ça, on va aller bifurquer tout de suite vers la fibre immobilière. On peut faire de la SCPI. On peut faire de l'immobilier en direct. Ok. On peut faire ce qu'on appelle, qui est à la mode en ce moment, du crowdfunding. Ok. Dans la partie plutôt financière, autre que l'assurance vie, le contrat de capi, les contrats retraite. D'accord. Puisque dans le PER, qui rassemble un peu tout. Ok. L'épargne d'entreprise, que j'aime beaucoup. Voilà. Le crowdfunding et la SCPI que j'ai cité avant peuvent donc aussi bien être à titre privé qu'à titre professionnel, hein, aussi bien de personnes physiques que des personnes morales. Je fais encore de l'assurance de personnes, D'accord. puisqu'on sait que la mutuelle est devenue obligatoire. Chaque employeur doit proposer une mutuelle à son employé, donc je fais ça. Donc les mutuelles uniquement d'entreprise, hein, qu'on propose aux salariés. Si demain un salarié vient me voir en me disant je veux changer de mutuelle, je dirais je peux pas, c'est à ton patron de venir me démarcher, quoi. Ok. Donc la mutuelle, la prévoyance, et puis les assurances de prêt. L'assurance de prêt. Tout ce qui est IARD, on a le droit de le faire, mais honnêtement pour moi c'est le métier de l'assureur. Donc je ne fais pas d'assurance habitation, automobile.
ou autre. Et puis j'estime que j'ai pas je dirais le nombre de personnel adéquat pour répondre à, je dirais quand il y a je cherche le terme. Quand il y a tu vas m'aider peut-être. Pas des, tu sais, quand on fait un marché sur l'assurance, qu'on a un accident, qu'on fait un constat, quand on a je vais pas retrouver le mot, tant pis. Écoute, ça reviendra plus tard. Et je faisais, mais je ne fais plus, tout ce qui est courtage en prêt immobilier. Ok. C'est comme ça un peu qu'on s'est abordé. Je négociais les emprunts. Je le laisse maintenant volontiers au pur courtier. J'ai un courtier avec qui je travaille, que je recommande, souvent, parce qu'il bosse bien. Et je ne le fais plus. Pourquoi? Parce qu'au début, j'étais obligé d'avoir toutes les branches de mon métier, et qu'en ce moment, voilà, je me spécialise sur certaines parce que j'ai plus le temps de tout faire. Et puis, certains courtiers ont exagéré avec les banques. Ils faisaient la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que tu venais me voir pour ton crédit, t'es client où, telle banque, bon, je te remets dans le celle d'en face. Et puis, une fois que je t'ai ton prêt, 6 mois après, les taux ont baissé, allez, je renégocie, je te ramène d'en face. Donc, ce qui se passe, c'est que les banques, faut le savoir, nous commissionnent chez les courtiers. Maintenant, de moins en moins, du coup, Oui, au courtier de prendre des honoraires pour compenser le manque à gagner. Mais on faisait un peu la pluie et le beau temps. Et donc, le banquier était, on va dire, courtois. Il nous rémunérait pour le client qu'on lui amenait. Mais si on le reprend 6 mois après, c'est pas très fair-play. Et ils s'en sont rendus compte. C'est pour ça que le courtage a pris une petite calotte. C'est plus difficile. Voilà. Et j'étais un petit peu tout chapeauté. Alors après, je t'ai pas cité mes partenaires dans chaque domaine, mais je peux te les citer comme ça à la volée. Ouais, les principes. Est-ce que je peux le dire? Oui. Ouais, tu peux le dire, ouais. D'accord. Aujourd'hui, moi, les principaux, je travaille avec Apicil, Ouais. MMA, UF Life, Generali, Quorum. Ouais, pour les CPI, ça. Ouais, bravo. Club Funding, Stomea. En immobilier, j'ai différents partenaires immobiliers. Terrescence, le principal, Catella, Livent. Et je réfléchis pour l'épargne entreprise, le PE, c'est RS. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. On connaît tous un peu mieux Natixis, ou voilà, bien RS, qui est plus petit, mais pour moi plus spécialisé et plus meilleur, voilà. Je te les ai à peu près tous cités, tout ce qui est assurance de personnes, ça peut être MetLife, ça peut être qui c'est que je fais appel souvent. Alors ça, c'est la partie que je délègue à mon assistant. Donc maintenant, je perds un peu le fil, mais c'est souvent MetLife, MGC, la Mutuelle Générale des Cheminots, qui est ouverte à tout le monde. Ok, Voilà. pas du tout. Qui a des bons contrats. April, April, ouais. Voilà. Et je t'ai à peu près tout dit. Je bosse aussi en compagnie avec Suravenir, qui est la filiale du Crédit Mutuel. Ok. Voilà. Oui, je crois que je t'ai balayé l'ensemble de mes partenaires principaux. Ok. Voilà. Et en gros, il y a des gammes que je fais aussi, c'est tout ce qui est terrain, foncier, donc acheter des groupements, au départ, des groupements fonciers forestiers ou des groupements fonciers viticoles. Et là, je travaille principalement avec France Valais et un petit peu en second plan avec Fiducial. Les fiduciaires, ok. Voilà. Et justement, avec tout ce panel de produits, toi, on va dire, ton produit ou ta solution préférée, c'est quoi? Alors, je sais que c'est propre après à chaque client, à chaque situation, mais je vais faire de l'affect en ce moment. J'aime beaucoup la forêt. Pourquoi? Parce que c'est un placement qui depuis 23-24 ans est bon père de famille. Ok. C'est pas le plus rémunérateur, mais c'est l'un des plus mauvais. Il est assez stable. Et les Français, dans notre culture, on n'aime pas le risque. Pas tous, mais certains. Donc ça rapporte proportion. Moyenne. Tu veux dire que le prix en fait le rendement que tu achètes le rendement est de 3% par an. D'accord, tu achètes en fait T'achètes des parts et ça te rapporte 3% parce que ton terrain sur lequel tu as planté des arbres, à un moment donné, il faut l'éclaircir, ta forêt, pour qu'elle se développe, parce qu'il faut de la place. Au début, c'est des arbustes, mais après, ils peuvent pas se développer, donc faut en enlever certains. Première coupe, tu vas faire du papier, du carton, puis après, ainsi de suite, tu feras d'autres choses. Du mobilier, du bois de chauffe, de la charpente, des maisons complètes en acier bois, voilà. D'accord. Donc, la forêt a une vie, il faut l'éclaircir pour qu'elle se développe, et voilà, il y a des cycles. Et donc, ça rapporte à peu près 3%, donc c'est plutôt prudent. On me dit souvent, est-ce que c'est risqué? Aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas, mais qu'est-ce qui fait peur dans la forêt? C'est l'incendie et la tempête, mais c'est des dangers, des risques que couvrent les assureurs.
Donc oui, on peut se protéger comme ça. Il y a qu'un risque qu'ils veulent pas couvrir, c'est les risques phytosanitaires, si toutes les bestioles venaient bouffer les arbres. D'accord. Donc pour ça qu'on va dire qu'il y a un risque zéro. Mais on mutualise, on n'achète pas à chaque fois la même forêt. Demain tu investis 10 000, je vais pas mettre tes 10 000 dans une seule et même forêt, on va répartir et diversifier. Donc voilà, le risque est extrêmement limité, le rendement est bon, ça donnera des réductions d'impôts, ça donnera aussi des protections en cas de succession, des abattements. Et on voit pas le bois diminuer en ce moment, enfin tu diras que les matériaux, mais vu aujourd'hui le prix qu'il y a dans la construction et la rénovation, voilà, le bois augmente, et puis le bois parce que c'est un très bon isolant, mais le bois aussi ça peut être une bonne matière pour se chauffer, voilà. Et puis sans vouloir jouer l'écolo, on nous parle beaucoup, on nous bassine du réchauffement climatique, mais je pense que c'est une réalité. Et toi et moi depuis tout à l'heure, depuis qu'on discute, on consomme de l'oxygène, alors que l'arbre, il absorbe du CO2. Donc j'ai certains clients qui disent j'ai l'impression de faire une bonne action en achetant des parts, des arbres, de protéger mes enfants. Ok. Voilà. Souvent on me dit, il y a un jour j'ai un client qui m'a sorti une très belle phrase, puisque il est allé dans la forêt, une des forêts où il détenait des parts, et il avait emmené son fils, il a dit à son fils, écoute ton patrimoine qui respire. Et j'avais trouvé ça joli. Non, donc je fais un peu d'affect là-dessus, et j'aime beaucoup. Après, j'ai beau avoir une grosse culture financière, j'aime beaucoup aussi l'immobilier. L'immobilier, c'est comme tout, il faut bien choisir son emplacement, que ce soit de l'immobilier direct ou indirect. Les SCPI ont été beaucoup épargnés ces dernières années. On voit qu'en ce moment, il y en a certaines qui tremblent. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, j'ai mes chouchoutes qui sont solides et qui marchent, et qui continuent de marcher. Voilà. Donc, tout à l'heure, je t'ai parlé de Quorum, il n'y a pas que Quorum. Voilà, j'ai Novaxira, j'ai Zen de chez Hiroko, j'ai Activimo de chez Alderan. Voilà, j'ai Vendôme Région, j'ai plusieurs SCPI que j'affectionne. Il y en a certaines que j'aime pas et je me rends compte que c'est celles qui souffrent. Alors, je vais pas les citer pour pas faire de mauvaise pub, mais je me rends compte que finalement, j'ai bien fait ma sélection. Donc, quand on achète des parts des SCPI ou un bien immobilier, il faut bien choisir son emplacement, comme on dit. Je trouve que l'immobilier est de valeur sûre aussi quand même. Les anciens le disaient, la pierre, ça reste la pierre. Donc j'aime beaucoup la pierre, et parce que j'ai une culture financière, oui, il faut faire du financier, il faut épargner en ce moment, et puis il pourra les taux remontent. Voilà. Donc je vais pas faire toute une explication, mais c'est lié autour des emprunts, hein, et tout un tas de choses. Donc on est content, on n'avait pas eu notre livret A et notre LEP, notre livret jaune à ces taux-là depuis de nombreuses années. La bourse, quant à elle, voilà, c'est plus risqué, mais on sait que sur le long terme, c'est le placement le plus rémunérateur, mais il faut accepter de jouer. C'est ça. C'est comme le loto, on gagne encore plus qu'en bourse, mais on a moins de chance. Voilà. J'essaie d'assez bien équilibrer mon portefeuille. J'ai des confrères, ils vont être mono épargne, d'autres mono immobilier, d'autres mono bourse. Moi, j'ai un peu de tout. Ok. Et je conseille comme ça à mes clients un peu de tout. Voilà. Ok. Et d'accord. De toute façon, on va terminer sur ton parcours entrepreneurial et on va switcher ensuite sur ton parcours d'investisseur. Mais avant de clôturer ce parcours entrepreneurial, est-ce que tu as des échecs ou des leçons à tirer d'avoir créé ta boîte, d'avoir alors, je vais reformuler, c'est plutôt est-ce que tu as tiré des leçons? Parce que échec, ça a une connotation négative, mais c'est plutôt des leçons à tirer dans le sens où qu'est-ce que tu as appris en fait de ton parcours entrepreneurial? Alors, la première chose, c'est est-ce qu'il faut être seul ou accompagné, je dirais. Ok. Je te dirais que d'avoir un associé, quand tout va mal, c'est bien, parce qu'il y a des périodes des fois de crise, hein, Covid, ou il y a eu l'affaire Kerviel ou l'autre, hein, voilà. Ouais. Gilets jaunes, voilà. Choc pétrolier, on peut en citer plein, mais quand t'as un associé et que le boulot marche un peu moins bien, que le business est pas au rendez-vous, ça fait du bien d'avoir une épaule sur qui s'appuyer, on peut se remonter le moral, quoi. Ok. Voilà. Ça, c'est dans les périodes où c'est compliqué. Et à contrario, quand tout sourit, c'est peut-être là où c'est mieux d'être seul, parce que souvent, le point de divergence, c'est l'aspect financier. Quand ça sourit et qu'on gagne, on n'y va pas forcément de la même manière. Et on se rend pas compte la part du gâteau que l'un a rapporté et l'autre. Et c'est là où c'est compliqué de s'entendre. Voilà. Ok. Ouais, donc la leçon à tirer, ou en tout cas le point d'attention, c'est du coup l'association. Ouais. Ça peut être très. Je dis pas que je me réassocierai pas un jour, mais si je le fais, je le ferai différemment pour qu'il n'y ait pas je dirais, de conflit. Ok.
point de divergence, que tout soit bien clair dès le départ. Parce que maintenant, j'ai du recul et que ça m'était jamais arrivé. Maintenant, je regrette pas, parce que comme tu me dis, on en tire des leçons. Voilà. Et puis, j'apprendrai également à moins faire confiance. Il y a certains placements que j'ai pu proposer. Aujourd'hui, je regrette. Je me rends compte que ça marche pas D'accord. et que j'ai fait le mauvais choix. Mais à l'époque, Pour toi et pour tes clients. pour moi et pour mes clients. Ok. Là, après, t'es dire l'autre, pour mes clients d'abord. Pour tes clients d'abord. Parce que dans ma tête, je place toujours la priorité au client, l'intérêt du client avant tout, l'intérêt ensuite de mon cabinet et enfin mon intérêt personnel. Je le place vraiment en dernier. D'accord. Dans la conception des choses. Donc, je vais pas vendre le produit qui est le plus rémunérateur pour moi ou pour mon cabinet. Je vais d'abord faire pour le client. Ok. Dans ma démarche. Voilà. Et c'est ce qui me permet de consolider mes clients, de les fidéliser et de développer mon portefeuille et voilà. Oui, d'avoir de la recommandation. Tout à fait. Client Parce que content. si je vois que la perte du gain, ça va me servir, mais à un moment donné, ça va me desservir. Il y a un client content, tu vois, il t'amène d'autres clients, mais un client mécontent, Ah, c'est il foutu. peut t'en faire perdre un paquet. Il t'en fait perdre et puis il s'en va. C'est ça. Voilà. Ok. Donc, beau parcours entrepreneurial. Et aussi, c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite interview. C'est que tu as un beau parcours en tant qu'investisseur. Parce que, alors, petit disclaimer, mais il y a beaucoup de CGP, en tout cas en banque, beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Qui aime pas l'immobilier. Pas forcément qui n'aiment pas l'immobilier, On mais peut. beaucoup conseillent, tu vois, des gens fortunés Ouais. sur des sommes qui sont très très conséquentes. Et en fait, ces personnes-là, derrière, elles ont, franchement, il y a une bonne partie qui n'ont rien du tout. Qui n'ont rien du tout dans le sens, oui, elles ont leur résidence principale, mais elles font pas forcément du financier parce qu'elles trouvent ça risqué, alors qu'elles en conseillent. Elles font pas forcément, des solutions de, par exemple, du Pinel, etc., alors qu'elles en proposent. Est-ce qu'elle le ferait pour elle-même? On sait pas. Voilà. Et toi, je trouvais intéressant de te faire venir parce que, Alors moi, j'ai tout essayé. J'ai tout goûté. Entre guillemets. Et pourtant, mon départ, comme je dis, j'ai la culture financière et l'immobilier. J'avais des craintes aussi et des doutes. Mais j'ai essayé. J'ai fait des mauvais choix aussi, hein. Ouais. Mieux. Et des bons. Et des très bons. Et aujourd'hui, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire. Alors, j'ai tout fait. J'ai fait du parking, du garage, de l'appartement, de la maison, de l'immeuble. Je l'ai fait en société, en nom propre. Quand je le fais en nom propre, je l'ai fait en lot défisque, en Pinel ou pas. ok. Et quand je le fais pas en défisque, est-ce que je le loue normalement ou meublé? Et si je loue meublé, est-ce que je fais de la courte durée ou de la longue durée? J'ai tout essayé. Ok. Donc je peux parler de tout, j'ai tout fait. Il y a du bon et du mauvais partout. Voilà. C'est une stratégie, il faut bien s'organiser. Ok. Aujourd'hui, si je dois acheter un appartement à rénover, je le ferai plutôt dans mon secteur, parce que je connais les artisans et puis que je connais le prix immobilier, ma région. J'ai pas retaper un appart loin. Si je dois acheter du neuf, par contre, j'achèterai pas dans mon secteur, parce qu'on est une petite ville et je trouve que c'est facile de vendre cher en mètre carré dans une petite ville, pas pour les locaux, mais pour, on va dire, les gens des grandes villes. Un Parisien qui vient chez nous à Rouen, Oui. si lui vend un appartement 3 000 € du mètre, Tu vas trouver ça pas cher. il disait pas cher, je t'en achète 3. Un Rouennais, il va dire, c'est du vol. Oui. Tu l'as vendu 3 fois le prix qu'il valait. Donc, par contre, tricher sur le prix du mètre carré dans une grande ville, c'est pas possible. Tu peux pas vendre un appartement à Paris à 10 000 du mètre à 30 000. Alors qu'à Rouen, 1000, tu peux le faire à 3 000. Donc, je conseillerais plutôt l'ancien près de chez nous, le neuf dans des grandes villes ou des zones qui baisseront jamais, un peu prestigieuses, voilà, comme les montagnes par exemple, Ok. pas à Berry-Belle ou Courchevel, je suis pas inquiet, ça baissera pas. À Paris même non plus, Lyon, Bordeaux, oui, à condition de prendre les bons quartiers, voilà. Mais voilà, donc et après les montages, c'est propre à chacun. Il y a eu à un moment donné un phénomène de mode, tout le monde voulait faire des SCI. Moi, je suis pas pro SCI, et des fois oui, des fois non. Tout dépend des cas. C'est unique, donc c'est pour ça que c'est mon rôle de conseil qui rentre en jeu. Ok. Donc des fois oui, il faut avoir encore une SCI, des fois non, parce que il y a des avantages et des inconvénients. Des fois, est-ce que la SCI elle est assujettie à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société, puisqu'on a deux options possibles, ça dépend. Voilà, des cas de chacun. Et puis des fois, c'est très bien de faire des choses en nom propre ou en indivision. Voilà. On fait tous en indivision quand on achète sa résidence principale. Oui, exactement. Monsieur, madame, c'est une indivision. Donc, pourquoi pas continuer pour l'investissement locatif. Ok. Et oui, j'aime beaucoup l'immobilier. Ouais, du coup. J'ai même essayé des appartements un petit peu à caractère sociaux.
ce qui est pas toujours évident. Mince, Conventionner ANA, par c'est- exemple, ok, conventionnaire, là, d'accord. puisque ça donne des avantages. Mais c'est comme tout, après l'immobilier, il faut quand même s'en occuper. Tout n'est pas rose. Et souvent, je le remarque, comme je suis en train de faire pour moi, comme pour mes clients, quand on sort des études, on pense plutôt à sa résidence principale, hein. Et puis une fois qu'on l'a acquise, c'est là où on va peut-être développer l'aspect immobilier si on aime, hein. Moi, j'ai mis du temps, parce que au début, j'étais pro finance. Et puis finalement, j'y suis venu. Et parce que j'estime que l'immobilier fait autant partie du patrimoine que l'aspect financier. Pour moi, il faut Ok. les deux. Et il y en a qui prônent que pour l'un, d'autres pour l'autre. Moi, je pense qu'il faut des deux. Et quand j'ai développé l'immobilier, où je voulais en venir, comme je dis, j'ai tout essayé pour voir vraiment ce qui était le meilleur. Et il y a du bon à prendre partout, quoi. Ok. Voilà. Donc ouais, t'as fait, comme tu disais, de la maison, t'as fait de l'appartement, t'as fait de l'immeuble, t'as Ouais. fait de la résidence principale, Oui. résidence secondaire aussi. Oui. Ouais, ok. Je suis en train de la faire. T'es en train de la faire. Ok. Ouais, j'ai fait d'abord la résidence principale, ensuite l'investissement locatif, et là je me fais mon pied-à-terre en résidence secondaire, parce que je trouve que c'est important aussi. Ok. Fais quoi? D'avoir de l'immobilier plaisir À la montagne ou- à la montagne, parce Ok. que je suis pour la montagne. Ok. Donc, ouais, Et là c'est la mer. Ma femme, tu demanderais, elle c'est le sable et c'est la mer. Moi je suis pour la montagne. Alors je suis un peu convaincu parce que j'ai des arguments, alors je peux te les donner, mais Ouais, vas-y. ça va être long. Stratégiquement, je vis où? À Rouen. C'est plus rapide pour moi d'aller à la montagne qu'aller à la mer ou l'océan. Oui. Donc si je t'appelle demain et je te dis qu'est-ce que tu fais, bah rien, je suis au travail, tu finis à quelle heure, bah je passe te prendre, mais dans 3 heures on est à la montagne. Alors que si on mettait la mer ou l'océan, bah ce sera beaucoup plus long. Et que le cap des 3 heures après est difficile à passer. Oui. Sur la route. Surtout si on a des enfants, voilà, dans la voiture. Donc je suis pour la montagne pour ça. Je suis pour la montagne parce que quand je reviens tout à l'heure au réchauffement climatique, moi j'aime beaucoup la montagne, aussi bien l'hiver que l'été. Les gens me disent l'hiver il y aura plus de neige. Bah, c'est faux, regardez en ce moment. Puis regardez l'an dernier, regardez même l'année du Covid, tout ce qu'on a raté comme neige, puisqu'on pouvait pas aller en station. Et regardez l'été, la montagne est en train de, de gagner des parts de marché colossales sur le, je dirais la mer, parce que les gens aiment aller à la montagne. Il fait de plus en plus chaud sur les bords de mer. Et à la montagne, on peut faire plein de choses. Bah, ils développent des activités, hein. Et Bah, déjà vélo, le plein VTT, d'activités. Tout à fait. La randonnée pédestre, le VTT, le parapente, tout ce que tu veux, le canyoning. Il y a plein de choses à faire. Et alors, je vais pas faire un point météo, mais je l'ai regardé cet été-là, et je pourrais te le faire sur l'été d'avant. Si demain tu veux être sûr qu'il fasse beau, et que tu cherches la fraîcheur, bah, à la Bretagne, t'as peut-être une chance sur deux parce qu'il peut pleuvoir. Oui. Cet été, il a fait beau dans le sud. Que ce soit le sud-est ou le sud-ouest, hein, la côte basque ou la côte d'Azur, où tu veux. Et il a fait beau tout l'été à la montagne. Sauf qu'au lieu de faire 40, il fait 28. Putain, ouais. C'est bien quand même. Et tous les Rouennais, pour ceux qui connaissent Rouen, quand il fait chaud, en plein mois de juillet-août, ils vont où? Ils vont se percher à la loge des gardes. Ils vont chercher la fraîcheur. Et voilà, donc j'aime beaucoup ça. Donc voilà, on n'est pas loin. Il y a plein de choses à faire, aussi bien l'hiver que l'été. Et à cause du réchauffement climatique, je pense que la montagne va gagner des parts. Et c'est très bien fréquenté en plus. Ok. Et c'est très rentable parce que on attire beaucoup les étrangers chez nous pour ça. Et un ordre d'idée, le prix au mètre carré, savoir ce que ça vaut. Ça dépend de la station. Ouais, ça dépend. Toi, la station à laquelle tu investis, on est sur quel montant à peu près? C'est la Plagne. Ouais. C'est une excellente question. Le problème, c'est qu'il faudrait pondérer aussi dans le prix au mètre carré je dirais la partie non habitable comme la terrasse. Oui. Moi, j'ai pas un appart avec une grande terrasse. Alors, est-ce qu'on la compte ou pas? La cave ou le casier de ski, on compte ou pas? J'ai une partie commune où il y a piscine, tout ça. Donc, parce que voilà, donc, on devrait en tenir compte. Mais si je tenais compte que du prix au mètre carré de l'appartement, je vais te dire, je fais 7500. 7500 le mètre carré. Ok. Mais si je pondère tout, je suis bien en dessous. Et enfin, je ne paye pas 7500 parce que j'achète neuf. Et que vu que je vais y aller, mais j'ai aussi de temps en temps le meublé, j'ai le droit de récupérer TVA, donc au final, il me revient à 6200. 6200, ok. Donc le prix, ça serait 6200, et si j'enlève les 2 emplacements de parking, la terrasse, parce que la terrasse, c'est pas cadeau, hein, c'est pas gratuit, les 2 emplacements de parking non plus, et les autres services que je t'ai cités, on sera autour des 5000. Ok. Et résidence secondaire, mais du coup, mix aussi un peu locatif, si je comprends bien. Tu Ouais. vas louer, Ouais, parce que je vais louer de temps en temps pour que ça paye mes charges. Ouais, ok. Alors attention, c'est pas l'appartement comme on est bon, c'est font du ski,
où tu es obligé de partir tous les ans, la même semaine de l'année. Et si ceux d'avant sont encore là, tu jettes le scrap par la fenêtre. Hein. Ouais. Chaque année, j'ai mon planning et je choisis un peu comme dans un Airbnb, j'ai un extranet et je dis voilà, cette semaine-là, j'en prends autant que je veux, je me les garde pour moi. Ok. Les autres, louez-les si vous voulez. Ah, tu passes par une conciergerie ou... Ouais, Ok. c'est ça. Et ils s'en occupent. Ok, ouais, donc t'as rien à faire. Rien à faire. Comme ça. Donc comme ça, je suis tranquille. Et même les semaines que je me suis occupé, bah, si je veux ensuite moi en faire profiter aux proches, je peux. Et les semaines que j'aurais confié à la location, s'il y en a une qui est pas prise, bah, comme ça peut-être que j'en profite au dernier moment et j'y vais. Ou alors je fais profiter également à mon entourage. Ok. Donc ça voilà. Et puis l'immobilier locatif, il en faut parce que je pense que c'est important de préparer sa retraite. Et l'immobilier fait partie des composantes pour préparer sa retraite. Tu fais des locaux pro aussi. T'en as pas parlé, locaux professionnels, enfin des bureaux. T'as raison, moi alors, il est déjà là. Ouais. Je t'ai dit tout à l'heure, j'ai transformé mon appart en bureau. Et puis j'ai un local profil que j'ai en ville où j'ai un commerce donc non, mais j'ai tout essayé. Donc je peux en parler, mais compte tenu que je suis déjà très bavard et que je parle très vite, et je veux bien en parler, mais ça va durer des heures. On ne veut pas non plus monopoliser le podcast. Mais si les gens veulent des conseils dans ces domaines ou qui veulent aller te voir là-dessus, bah y a pas de problème, on peut les rencontrer. Mais Ouais. voilà, je te laisse je dirais le privilège. Ok. Moi, de toute façon, on n'a pas terminé, mais ce que je ferai dans la description du podcast, je laisserai éventuellement tes coordonnées. Voilà, s'il y a des gens qui potentiellement sont intéressés, bah voilà, pour des placements, des conseils, etc., qu'ils n'hésitent pas. Donc ouais, tu as fait donc l'immobilier, donc tu as dit tout en nom propre, en société, etc. Tu as fait quel autre investissement? Sur quel support tu investis? Du coup, du financier, tu disais. Donc Ouais. quoi, de l'assurance vie, des actions, Ouais, j'ai tout. ouais, PEA, compte titre. J'ai pas de PEA. T'as J'en pas- avais un, Ok. j'en ai plus. Ok. Non, parce que dans un PEA, on peut acheter des actions en direct, et encore, il n'y a pas tout. Si on veut tout, c'est sur un compte titre. Donc, je trouve que sur un compte titre, on a plus de latitude. Le PEA, je pense qu'il sera très avantageux fiscalement si on boursicote et on joue avec des très très gros montants. Après, je peux le faire par le biais d'assurance vie et d'épargne entreprise. Là, je mise pas tout sur un cheval parce que je peux pas mettre d'action, mais c'est des unités de compte, comme on dit, ou Ok. des fonds. Donc, on peut, euh, voilà, on peut mettre différentes choses, s'orienter. Et comme dit souvent le dicton, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc, si je devais gérer mes actions, vu que je prends le temps de le faire pour mes clients, après, je pense Ouais. pas à moi, quoi. D'accord. Donc, j'ai arrêté les titres en direct. Donc, non, j'ai pas de PEA, j'ai PE, j'ai PER, j'ai assurance vie, j'ai un petit peu de crowdfunding, Ouais. un petit peu de compte à terme, Ok. voilà. Et puis, des livrets d'épargne. Et des livrets d'épargne. Ok. Et d'autres supports? Tu fais de la SCPI aussi? Ah oui, j'ai de la SCPI, pardon. La SCPI? Et voilà ce que je voulais dire tout à l'heure. Tiens, je perdais le fil. Tu fais bien de me relancer. C'est que j'ai commencé par ma résidence principale, l'immobilier locatif, et là, je suis en train de basculer à ma résidence secondaire. Et pendant l'immobilier locatif, vu que tout n'est pas rose dans l'immobilier, arrivé à un certain âge, donc j'ai dit jusqu'à 30 ans, on fait sa RP, sa résidence principale. Après, on développe l'immobilier locatif. Et arrivé à l'âge où je suis, peut-être un peu plus tard, moi c'est une déformation professionnelle, mais on voit que de 30 à 45-50 ans, les gens vont faire de l'immobilier locatif et de 50 à 65, ils se tournent vers la SCPI. Ok. Parce que la SCPI, Société civile de placement immobilier, il y en a qui appellent ça la pierre papier. Moi, souvent, j'aime bien dire c'est l'immobilier sans les soucis, sans les emmerdes. T'as pas la Pour les liste clients. locataire. Ah non, tu gagnes autant et t'as pas à te tracasser, savoir si ça va être loué, pas loué, si le locataire va te dégrader ou pas le bien, si t'as pas besoin d'être présent au assemblée générale de copro, tu passes pas dans le notaire, t'as pas de taxe foncière, donc t'es un petit peu le beurre à l'argent du beurre, voilà. Après, on fait peut-être pas des aussi bonnes rentabilités qu'en immobilier direct, mais à quel prix? Voilà. Voilà. Donc je bascule petit à petit de plus en plus vers la SCPI. Donc oui, j'ai de la SCPI et je suis en train de gonfler je dirais mon patrimoine SCPI par rapport à mon immobilier en direct. Je suis en train d'un peu de rééquilibrer les choses. Ok. Et c'est suite à quoi? Tu fais des arbitrages et avec le cash, tu investis dessus ou C'est ça. J'ai revendu un bien ou deux. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rachète un appart? Ou est-ce que je me fais plaisir, hein? Je crois que je fais autre chose, hein. Une bagnole, voilà. Ou une belle montre. Mais, parce qu'il y a pas que ça, quoi, dans les placements. Mais, non, j'ai fait le choix de basculer un peu vers la SCPI. Ok. Et Voilà. est-ce que tu as déjà fait aussi des prêts IMO pour acheter des Ah bah, SCPI? je fais tout, alors,
Tout l'immobilier en direct, je fais à crédit. En SCPI, j'aurais bien aimé. Le problème, c'est que les banquiers, ils sont très compliqués et ils veulent pas. Ou alors si, ils vont me l'accorder. Mais Donc, on pour une leur SCPI. SCPI. Leur SCPI. Et moi, j'estime que c'est pas les spécialistes en SCPI. Donc moi, je préfère prendre, je vais faire une comparaison, mais qui est peut-être pas jolie, mais je préfère prendre ma bouteille de vin chez le caviste que de la prendre chez l'EPR. Ce qui est pratique chez le caviste, il y a tout en même temps. Et des fois, on peut faire un bon coup sur le vin, bizarrement. Mais c'est pareil chez le banquier. Des fois, on peut choper une bonne SCPI, mais c'est rare. Alors que voilà, j'aime mieux aller chez le spécialiste que le généraliste. Ok. Et la banque aujourd'hui, je veux pas dire que c'est devenu la grande surface, mais on voit tout. On fait de la banque, de l'assurance, même si c'est des métiers assez proches. Les téléphones. Mais on fait des téléphones, on fait des alarmes. Je vois pas le rapport. Donc moi, je préfère aller chez le spécialiste. Et on peut faire de l'immobilier. Vous avez des plateformes immobilières maintenant avec lesquelles vous travaillez, et je trouve que c'est pas forcément les meilleurs produits. Donc voilà, moi c'est un peu plus épicerie fine si je devais faire une comparaison. Ok. Donc je préfère choisir ma SCPI et être libre. Et si le banquier veut pas me le financer, autant il me finance un appart ou une maison. S'il veut pas me financer ma SCPI, soit je trouve un autre moyen de me le financer, ou alors je fais en cash. Ouais, tu fais un arbitrage. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Moi, j'ai dû faire une dizaine de prêts, tu vois, pour des SCPI. Ça fait 10 ans que je travaille en banque. Ouais. 2 fois, j'ai eu l'autorisation pour passer sur des SCPI des clients. Parce que il y avait un enjeu financier, si tu veux, client, Très bon client et très gros client, gros PNB au niveau de la banque. Donc en fait, entre guillemets, on n'avait pas le choix, parce que si on le faisait pas, il y a d'autres banques qui il le faisaient. partait. Voilà. Et tu vois, les 7-8 autres, pour qui j'ai fait ça, c'était des SCPI banque. Des SCPI maison. Exactement. Et t'as fait quoi, une dizaine de SCPI, de financement de SCPI en combien d'années, tu m'as dit? En 10 ans. Tu peux me dire combien t'as fait de financement de primo classique? Ma dernière année en tant que part, Ouais. j'ai dépassé les 60 dossiers. Ouais. C'était en 2019. Covid, c'était en 2020, ouais, 2019. Alors, je vais te faire une moyenne à 40. Si t'as fait du crédit pendant 10 ans, 10 fois 40, t'as fait peut-être 400 primo, pour l'immobilier en direct. Ouais. Alors, t'as fait 10 crédits pour les Pour les SCPI. SCPI, ouais. 400 contre 10. C'est pas énorme, ouais. T'as vu? C'est C'est ça. compliqué aujourd'hui. C'est dommage. Voilà. Après, c'est la politique des banques et Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et du coup, est-ce que tu as d'autres supports particuliers d'investissement? Des petits trucs, même si tu as des petites lignes ou des choses... Non, comme je disais tout à l'heure, pour rigoler, on peut avoir une passion, les montres, les voitures de collection. Bon, c'est pas ça. Moi, j'ai investi dans un cheval de Ok. course. Voilà. Les équidés, c'est ça, on dit? Oui. Ouais, ok. Voilà. Donc, alors j'y connais rien, mais c'est un copain qui m'a embarqué là-dedans. Je me suis dit, mettre 100 € sur mon PEL, peut-être mettre dans un cheval, c'est rigolo. Je vais courir le week-end, j'emmène les enfants, ils font un petit tour de sulky. Tu sais, c'est ce qu'il y a derrière le cheval quand il fait du trot attelé, on appelle ça, Ok. ou du galop attelé, mais c'est souvent du trot. Dans notre région, voilà. Mais non, sinon j'ai pas d'autres choses. Je m'intéresse à d'autres choses, mais je me sens pas compétent. Donc la voiture, la montre, c'est pas mon truc. Le cheval, je le fais pour rigoler et c'est pas moi. Je suis un copain. Et enfin, il y a des choses, tout ce qui est Bitcoin, crypto-monnaie. Je sais qu'il y en a qui font ça. Alors moi, le virtuel, Ok. j'adhère pas. Et voilà. Je suis peut-être Ok. un peu ringard au vieille France, mais j'ai pas mordu encore. Voilà. Ok. Donc voilà. Bah, il faut de tout après, hein. Oui. Il faut de tout. Ok. Donc, écoute, on a balayé ton parcours entrepreneurial, ton parcours d'investisseur. J'ai encore 2 petites questions. Dis-moi. Donc, du coup, enfin, moi je le sais, mais pour les auditeurs, c'est pour comprendre un petit peu, si tu veux, l'état d'esprit, le mindset de l'entrepreneur ou de l'investisseur. Est-ce que tu as des passions? Est-ce que tu fais du sport? Alors, oui, alors, je dirais que j'aime bien le sport et le voyage. Ok. Donc, le sport, je viens de passer hier mon monitorat BMF3, brevet de moniteur fédéral niveau 3 en sport de pied-point. Donc, kickboxing, K1, Muay Thai. Ok. Il faut le contact aussi, parce que même si ça se perd. Donc, j'aime bien la boxe, pour faire simple. Il me manque plus que la boxe anglaise, où j'aimerais choper quelques diplômes. J'aime beaucoup la pratique de la boxe. Avant, j'ai beaucoup joué au foot, donc j'ai aussi bien fait un sport co qu'un sport individuel. Mais voilà, j'ai laissé le foot de côté parce que j'étais trop vieillissant et jouer en loisir, ça me plaisait pas. J'avais envie de jouer avec les seniors, mais j'arrivais plus à les suivre, tout simplement. Après, j'aime beaucoup la montagne et le ski, forcément.
Euh, voilà, même si je conçois aussi bien la montagne été, hiver et automne, printemps maintenant, parce qu'il y a plein de choses à faire. Mais voilà, j'aime beaucoup les sports de glisse, nous dirons, puisque je fais aussi bien du ski, enfin je fais du snow pour être précis, et je fais pas mal de ski nautique. Ah, Je fais du mono en ski nautique. ok. Je fais pas de wakeboard, je sais en faire, hein, mais voilà. Donc j'aime bien les sports de glisse et j'aime bien, on va dire les sports de combat et le foot. Bon après j'aime aussi les sports en général. Toi, un amoureux du sport. J'aurais aimé réussir là-dedans, mais j'étais pas suffisamment doué. Donc à un moment donné, il faut choisir une voie et j'ai choisi la voie commerciale. Euh, Qu'est-ce que j'aime d'autre? Les voyages. J'aime bien partir en vacances. C'était quoi le dernier? L'île Maurice, fin octobre, début novembre. Et le prochain? Il y en a La Corse au mois de juin. sympa. Bah, entre-temps, j'ai le ski, mais je reste en France, je vais à Samoa, tiens, cette année. Ouais, non, et je vais me faire 2-3 petites sessions avec des potes, comme ça, une journée à Valto, une journée à Méribel. D'ailleurs, je vais à Méribel quand donc? Voilà, dans 3 jours. Voilà, ouais, non, le prochain voyage, c'est la Corse, et puis ce sera fin juin, puis je vais partir en Côte Basque, fin août. Ok. Toi, tu connais tout mon planning. Exact. Mais non, j'aime bien voyager. Donc, le dernier voyage en date, c'est l'île Maurice. J'ai des enfants qui sont petits, ils ont 4 ans et 7 ans. Donc, pas évident non plus de voyager trop loin. On va attendre qu'ils grandissent encore un petit peu. Même si on l'a fait il y a pas si longtemps. Et puis, je t'ai tout dit, ouais, le sport et le voyage. Ok. Et dernière question. Oui. Ça, c'est vraiment une question propre à chacun. Oui. Toi, ta définition de réussir sa vie, c'est quoi pour toi? Toi, c'est profiter. Profiter. Ok. Profiter parce que l'argent fait pas le bonheur, il contribue. Mais moi, je suis à la fois épargnant et dépensier. Faut en profiter. On sait pas ce qui peut nous arriver. Donc moi, je veux profiter. Et ça va faire donc 15 ans au mois d'août que je serai à mon compte. Et je dis pas que je lève le pied, mais je me réorganise. J'ai l'expérience aussi, puis c'est plus facile maintenant. Puis j'ai tout le travail que j'ai fait jusqu'à présent qui reste. Donc, parce qu'il faut savoir que quand tu vends un bien immobilier, tu touches une commission, donc après c'est fini. Quand tu vends un placement financier, la commission est plus modeste. Mais tant que le client garde son placement chez toi, chaque année, c'est une récurrence. Hein. Okay. Donc, tu t'es rémunéré là-dessus. Et donc, le client, faut qu'il laisse l'argent. Pour qu'il le laisse, faut qu'il soit bien rémunéré. Donc, si tu gères bien l'argent de tes clients, il le laisse, plus il le laisse, plus ça te rapporte. Donc, moi, j'ai toute cette antériorité qui me permet, voilà, d'assurer un peu mes arrières. Et j'en profite justement pour lever le pied et profiter. Profiter aussi de mes enfants. J'accompagne, je suis toujours à part accompagnateur à l'école pour la session de patinoire ou piscine. J'adore suivre mes enfants. J'adore aussi passer du temps avec ma femme qui elle est une grosse bosseuse, donc c'est moi qui des fois lui dis de freiner un petit peu pour qu'elle soit au même rythme que moi, parce que c'est vrai que je lève le pied pour profiter de mes enfants, profiter de la vie, profiter de mes amis, profiter de ma mère parce que j'ai perdu mon papa cette année. Voilà et voilà, faut profiter. Donc voilà. Et puis surtout profiter en étant en bonne santé. Donc, plus, tu as raison. C'est pour ça que le relais aussi avec le sport est hyper intéressant. T'as raison. Le sport, ça permet de contribuer. Je me rends compte qu'avec l'âge, il faut faire attention aussi un peu à ce qu'on mange et ce qu'on boit. Que je suis gourmand également. Mais le sport en tout cas, c'est un bon moyen je dirais, de se vider aussi l'esprit. Parce que gérer, je dirais, le patrimoine, c'est stressant. Okay. Donc le sport peut être un moyen je dirais, décompression, et puis ça fait du bien aussi sur le plan physique. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, je te remercie pour ce partage, Alex. De rien, c'est moi. Merci ta venue, je suis content de te revoir en tout cas. Et puis que t'es retour aux racines, hein, parce que tu avais quitté la région et grâce à tes évolutions, tu as pu revenir. Mais je te souhaite plein de bonnes affaires et de bien profiter de la région. Voilà. Et bah écoute, je te remercie. À plus. J'espère que l'épisode du jour vous a plu. Merci encore pour votre écoute. Je compte vraiment sur vous pour aller mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Salut!